Une décision impactant des millions de détenteurs de polices d'assurance en Californie a été prise cette semaine concernant l'approbation d'une demande d'augmentation massive des tarifs par State Farm. Cette situation survient dans un contexte de controverse, suite à la fuite d'une vidéo filmée en caméra cachée impliquant un ancien dirigeant de State Farm, désormais licencié. Imaginez qu'un audit financier anodin ouvre accidentellement les portes de l'enfer. À Minneapolis, 2,9 milliards de dollars de fonds d'aide sociale se sont évaporés. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière la façade de l'homme d'affaires prospère Hassan Nour Warame se cache un secret terrifiant. 236 enfants disparus, un sous-sol secret rempli d'armes et de munitions, et un réseau transnational sophistiqué de trafic humain. Des chiffres arides à un sauvetage époustouflant au milieu de l'océan. Quelle vérité est dissimulée? Bienvenue sur l'échiquier global, où nous levons le voile sur les mystères les plus troublants du monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment une fraude financière a révélé l'une des plus grandes opérations de trafic d'êtres humains de l'histoire moderne. Ceci est l'histoire d'un réseau dissimulé dans l'ombre, où des chiffres secs sur des documents financiers recèlent des secrets horribles sur des vies humaines. Imaginez qu'un trafiquant, celui qui propage la mort blanche, puisse indirectement causer la perte de 2000, 3000, voire 5000 vies au cours de son existence. Des milliers d'individus tombent ou leurs vies sont détruites, entraînant des milliers de familles dans la ruine. Mais l'histoire d'aujourd'hui ne commence pas dans des ruelles sombres. Elle débute par ce qui semble être un audit financier parfaitement ordinaire à Minneapolis. Cette apparente normalité s'est rapidement brisée, ouvrant la porte à l'une des affaires fédérales les plus choquantes de l'histoire récente. Sur une période de 6 ans, 2,9 milliards de dollars de fonds publics destinés à l'aide sociale se sont volatilisés, disparaissant dans des couloirs financiers à l'étranger. Ce flux d'argent aurait servi à alimenter un réseau transnational impliqué dans le trafic de marchandises prohibées et le trafic humain. Au total, 236 enfants américains ont disparu, 8200 dossiers d'assurance ont été falsifiés, et un système souterrain s'est étendu bien au-delà des frontières des États. Il ne s'agit pas d'une simple fraude administrative. Cela semble être la plus grande machine de trafic humain jamais découverte sur le sol américain. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut se rappeler le contexte de l'époque, où l'administration du président Trump avait clairement exprimé sa détermination à rendre l'Amérique plus sûre. Le message était sans équivoque. Les autorités ne resteraient pas les bras croisés face à ceux qui propageaient la mort et piétinaient la sécurité des communautés. C'est dans cet esprit qu'à 4h28 du matin, le silence d'un quartier résidentiel de Minneapolis a été soudainement brisé par l'arrivée d'une série de véhicules gouvernementaux banalisés. Des agents du FBI et de la DEA ont avancé avec prudence, pas à pas, encerclant la résidence privée de Hassan Nour Warame, un dirigeant d'origine somalienne lié au programme d'assurance State Farm. De l'extérieur, la maison semblait tout à fait normale, mais à l'intérieur, rien ne l'était. Les enquêteurs ont découvert des milliers de dossiers d'aide sociale et de police Medicaid signalés en rouge, empilés dans des caisses scellées. À côté d'eux se trouvait un téléphone crypté, hermétiquement verrouillé, mais affichant toujours des indicateurs liés au cartel CJNG. Plus terrifiant encore, une porte de sous-sol secrète a été découverte derrière un mur de rangement. Lorsque les agents l'ont ouverte, la scène à l'intérieur était véritablement choquante et étrangement silencieuse, d'une manière glaçante. 65 enfants s'y trouvaient, terrifiés, épuisés et retenus captifs dans l'obscurité. Sur les murs du sous-sol, des dizaines de fusils et de pistolets étaient soigneusement alignés en rangées. À ce moment précis, ce qui avait commencé comme une enquête financière s'est transformé en une opération de sauvetage fédéral à grande échelle. Pendant de nombreuses années, Hassan Nour Warame a été considéré comme un symbole de réussite. Un cadre d'origine somalienne qui avait accédé à un poste de direction dans le monde des affaires, supervisant des portefeuilles d'assurance et des programmes d'aide sociale d'une valeur de plus de 3,4 milliards de dollars
distribués annuellement. Pour ses collègues, il était perçu comme un individu discipliné, fréquemment impliqué dans des œuvres de bienfaisance et exerçant une influence discrète. Mais les analystes fédéraux ont découvert par la suite que derrière ces chiffres se cachait un réseau financier bien plus vaste que toute affaire de fraude ordinaire. Plus de 8200 demandes d'assurance présentaient des signatures identiques, des adresses répétées et des noms de bénéficiaires réutilisés. Plus de 1,6 milliard de dollars de remboursement Medicaid avaient été détournés vers des sociétés écrans réparties dans 4 États et 3 juridictions étrangères. Cette tromperie semblait s'enraciner encore plus profondément dans son passé. L'enfance de Hassan a été marquée par la tragédie. Son père, Abdirahman Khaled Warsameh, un contrebandier notoire en Afrique de l'Est, a été tué lors d'un violent affrontement de gangs alors que Hassan n'avait que 6 ans. Lui et sa mère ont fui aux États-Unis, mais les enquêteurs pensent que le cycle du crime n'a jamais vraiment pris fin. À l'âge adulte, il semble que Hassan ait discrètement reconstruit le monde de son père sous une nouvelle forme, blanchissant des fonds gouvernementaux, acheminant des sommes illicites via des circuits bancaires étrangers et forgeant des liens avec des fournisseurs criminels liés aux routes de contrebande transfrontalières du CJNG. Ce qui semblait être un leadership d'entreprise était en réalité le moteur financier d'un réseau transnational. Lorsque les experts fédéraux ont déverrouillé le téléphone crypté récupéré au domicile de Hassan, l'enquête est passée du simple soupçon à une cartographie définitive de la structure du réseau. L'appareil contenait plus de 42 000 journaux de messages cachés, des enregistrements de transactions à l'étranger et des fichiers de routage étiquetés uniquement avec des codes de port et des dates. Un ensemble de données a conduit les analystes à un manifeste d'expédition restreint provenant d'un port maritime du Texas, directement lié aux sociétés écrans du réseau de Hassan. Ce manifeste ne ressemblait à aucune cargaison ordinaire. Des notes internes faisaient référence à des mineurs non enregistrés, à une sécurité d'escorte et à un transfert en dehors des eaux territoriales. Des données GPS recoupées ont révélé un corridor maritime s'étendant de la côte du Golfe vers des zones de réception orientales. Le dossier listait un nombre qui a stupéfié les enquêteurs, 236 enfants américains, enregistrés simplement comme des unités, sans nom ni tuteur listé. Parallèlement au manifeste, se trouvaient des schémas opérationnels et une liste de personnel attribuant 92 contractuels armés pour protéger le navire. Rien dans les messages ne suggérait la panique ou l'improvisation. Tout était structuré, répété et financièrement viable. Ce qui avait commencé comme une enquête sur la fraude à l'aide sociale pointait désormais vers un pipeline d'exportation silencieux capable de déplacer des personnes, de l'argent et de l'influence au-delà des côtes américaines. Alors que le navire s'éloignait des eaux côtières, l'enquête s'est transformée en une campagne directe. Des écrans de commande dans plusieurs juridictions affichaient une grille de suivi en temps réel, chaque mise à jour réduisant la fenêtre de réaction. À 3 heures du matin, un ordre fédéral unifié a été émis. Protéger les enfants en premier, neutraliser la menace en second. Une force d'intervention coordonnée a été mobilisée. Des avions de surveillance ont suivi le navire depuis haute altitude, tandis que des moyens navals formaient un périmètre éloigné. Sous la surface, 3 sous-marins américains avançaient le long de la route projetée. À l'horizon, 5 destroyers de classe Harley-Burke se positionnaient pour une intervention rapide, et 12 drones à longue portée maintenaient une surveillance silencieuse. À l'intérieur du centre de commandement fédéral, la carte brillait d'un rouge éclatant. Chaque décision à partir de ce moment déterminerait la survie. Les équipes de sauvetage d'otages ont approché sous le couvert de l'obscurité, se déplaçant avec une précision calculée. Des pas mesurés, une discipline constante et un contrôle inébranlable. L'océan était calme, mais la tension était absolue. Le navire continuait à vitesse constante, ignorant que le périmètre de sauvetage s'était resserré. À 3h28 du matin, la phase d'assaut a commencé.
L'équipe de tête a établi un contact rapproché au point d'accès de la cargaison inférieure, contournant les patrouilles de gardes armés et scellant les couloirs principaux pour empêcher tout mouvement vers la zone où les enfants étaient retenus. Sur le pont, des signaux d'alerte ont traversé l'équipe d'escorte mercenaires. Des cris, le bruit précipité de pas, le claquement du métal contre l'acier. Le silence de la haute mer avait été brisé. En quelques minutes, le navire s'est transformé en un labyrinthe de conflits. Le long des couloirs étroits et des escaliers, des affrontements ont éclaté, soudains, vifs et décisifs. Le personnel fédéral a avancé pièce par pièce, isolant les groupes hostiles et coupant les points de contrôle. La priorité n'a jamais faibli. Aucune menace n'était permise à proximité des enfants. Dans les compartiments inférieurs, les forces de sauvetage avaient localisé la zone de détention. Ce qu'ils ont vu était le silence. Trop silencieux. De petites chaussures alignées en rangées, de minces couvertures, des dizaines de visages terrifiés, blottis les uns contre les autres. Pas de mots au début, seulement le bruit des respirations dans l'obscurité. Le signal a été transmis au commandement. Enfants sécurisés. Ce n'est qu'alors, et seulement lorsque chaque enfant a été physiquement protégé et escorté dans des compartiments sécurisés, que l'opération est passée à sa phase finale. Les unités de drones externes se sont mises en formation. Les navires de soutien ont resserré leur périmètre. Les poches de résistance restantes ont été confrontées à des vagues coordonnées. L'échange de tirs s'est déroulé rapidement, violemment, et s'est terminé presque aussi vite qu'il avait commencé. En 20 minutes, la force mercenaire avait été complètement maîtrisée et le navire a été placé sous contrôle fédéral total. Il n'y a eu aucune célébration chaotique, aucun cri, seulement un soulagement. Un soulagement constant, silencieux, écrasant, alors que les enfants étaient transférés vers les unités médicales à bord des navires de soutien. Sous le ciel pâle du petit matin, le navire dérivait en silence. Ce qui avait commencé comme une affaire de crime financier à Minneapolis avait maintenant révélé quelque chose de bien plus grave. Une machine criminelle capable de déplacer de l'argent, du pouvoir et des vies humaines à travers les océans. Et pour la première fois, les enquêteurs ont saisi la véritable ampleur du monde derrière Hassan Nour Warame. Alors que l'aube touchait l'horizon atlantique, le pont du navire de soutien s'était transformé en un hôpital de campagne silencieux. Les enfants étaient enveloppés dans des couvertures, assis en petits groupes sous un éclairage doux. Chacun était pris en charge par des équipes de médecins, de spécialistes de la petite enfance et de conseillers en traumatologie, dépêchés grâce à la coordination fédérale. Au total, il y avait 236 enfants. Le plus jeune n'avait que 3 ans, le plus âgé pas plus de 14. Beaucoup n'avaient pas de documents d'identité. Certains ne se souvenaient même plus depuis combien de temps ils avaient disparu. Il n'y avait pas de bruit, pas de panique, juste une profonde lassitude. Les équipes médicales ont procédé à des examens lents et attentifs, fournissant hydratation, couverture chauffante et réconfort doux. Pendant de nombreuses heures, les seuls sons étaient des voix chuchotées et le murmure lointain du vent marin. Plus tard, les dossiers fédéraux décriraient ce matin-là non pas comme un moment de triomphe, mais comme un instant d'une gravité profonde, un rappel frappant de la proximité de ces enfants avec une disparition éternelle. Alors que les protocoles d'identification commençaient, les enquêteurs ont remarqué un schéma glaçant. Plus de 68 des enfants étaient déjà apparus dans des demandes frauduleuses de remboursement d'aide sociale ou de Medicaid, directement liées au réseau de Hassan, précisément les mêmes dossiers qui avaient été saisis à son domicile de Minneapolis. Les autres enfants avaient été enregistrés dans des programmes de logement temporaire sous des noms de tuteurs en double. Il est rapidement apparu que le système de fraude ne se contentait pas de voler de l'argent. Il effaçait systématiquement les enfants des registres officiels, faisant passer leur disparition pour de simples transferts de routine entre agences. Les entretiens ont commencé lentement, par de courtes sessions, des conversations douces, sans aucune pression. Des fragments de vérité ont progressivement fait surface, de longs trajets en camion, de faux soignants, des maisons temporaires dispersées dans plusieurs États,
des remises nocturnes silencieuses. Certains enfants ont décrit des bâtiments qui correspondaient à des emplacements au Texas, en Arizona, au Nevada et en Illinois. Quelques-uns se souvenaient avoir entendu des langues inconnues. D'autres se rappelaient des hommes qui ne parlaient jamais, mais ne faisaient que regarder. Aucun récit individuel n'expliquait l'ensemble du réseau, mais ensemble, ces pièces ont commencé à former une carte. Parallèlement à la réponse humanitaire, les analystes fédéraux ont travaillé sans relâche sur les flux de données continus provenant des disques durs saisis et des journaux de téléphone cryptés. Des transactions liées à 6 sociétés écrans, des registres de paie pour des équipes de sécurité contractuelles à l'étranger, des itinéraires de voyage acheminés via des corridors financiers asiatiques et des remboursements d'aide sociale qui correspondaient au calendrier d'expédition. Plus ils cherchaient, plus tout devenait clair. La fraude financière n'était pas le seul crime. Elle était le moteur de financement de tout ce pipeline. Cet après-midi-là, une conférence de presse sur la sécurité nationale a eu lieu au Centre de coordination fédérale. Des représentants du FBI, du DHS, de l'ICE et des agences de protection de l'enfance ont examiné le premier rapport consolidé. Il documentait de nombreux cas d'enfants disparus, auparavant classifiés et étiquetés comme des relocalisations non résolues. Des paiements d'aide sociale fédéraux avaient été acheminés vers des soignants fantômes, des itinéraires de transport déguisés en transferts humanitaires. Chaque fil menait à la même source, l'infrastructure financière de Hassan Nour Warrameh. Pour la première fois, les enquêteurs pouvaient voir l'architecture entière mise à nu. Les demandes d'aide sociale frauduleuses alimentaient les sociétés écrans. Les sociétés écrans payaient pour la logistique à l'étranger. La logistique à l'étranger finançait le recrutement et le transport. Ce qui avait d'abord semblé être de la corruption en col blanc était en réalité une machine entièrement opérationnelle, capable de déplacer des êtres humains, des documents d'identité et des fonds gouvernementaux à travers les frontières sans laisser de traces claires. Alors que le soleil se couchait sur les eaux calmes de l'Atlantique, les enfants dormaient dans des salles de récupération silencieuses, gardées par des agents fédéraux qui refusaient de quitter leur poste. Dans les jours suivant le sauvetage, l'enquête est passée du grand large aux registres, bases de données et couloirs financiers qui avaient soutenu l'empire de Hassan Nour Warrameh. Ce qui avait commencé comme une affaire de fraude à l'aide sociale s'était transformé en l'une des plus grandes enquêtes financières transnationales de l'histoire fédérale récente. À l'intérieur du centre de commandement, les analystes ont travaillé 24 heures sur 24 pour retracer chaque compte numéroté, chaque dossier de police dupliqué, chaque remboursement inexpliqué. L'ampleur était véritablement stupéfiante. Des audits préliminaires avaient identifié plus de 8200 demandes frauduleuses d'assurance et de remboursement Medicaid. Mais une analyse plus approfondie a révélé que ces chiffres n'étaient que la couche superficielle. En dessous se trouvaient des flux de paiements secondaires, des dépôts en couches, des transferts circulaires et des retraits structurés acheminés via 23 sociétés écrans réparties dans 4 États américains et 3 juridictions étrangères. Chaque entreprise semblait entièrement légitime sur le papier. Contrat de location de bureau, récapitulatif de paie, déclaration fiscale. Cependant, aucune de ces entreprises n'employait plus qu'une poignée de personnes réelles. L'argent ne restait jamais inactif. De ces sociétés écrans, les fonds étaient redirigés vers des sociétés de négoce à l'étranger, des courtiers en matières premières et des agents logistiques au nom générique. De nombreux comptes transitaient par des banques intermédiaires au sein des réseaux commerciaux asiatiques, où les transactions étaient fragmentées en des dizaines de micro-paiements avant de réapparaître dans des centres de transfert d'argent liés à des fonds fiduciaires offshore. Individuellement peu remarquables, mais collectivement, ils formaient une boucle de flux financiers parfaitement scellée, méticuleusement conçue pour disparaître sans laisser de traces. Le rapport financier consolidé estimait que plus de 2,9 milliards de dollars américains en remboursement d'aide sociale publique et en paiement de police avaient transité par le système sur 6 ans. L'aspect le plus choquant
était la manière dont l'opération criminelle se fondait parfaitement dans l'activité légitime. De véritables bénéficiaires, tels que des personnes âgées, des ménages monoparentaux et des immigrants récents, voyaient leurs dossiers discrètement dupliqués, réécrits et réaffectés. Les paiements d'aide sociale étaient émis 2 ou 3 fois, le surplus étant discrètement redirigé vers le réseau de société de Hassan sous prétexte d'erreurs administratives. Ce n'était pas un vol à main armée, c'était une réplication. Les disques durs saisis ont révélé des mémorandums trimestriels rédigés dans un langage commercial neutre, décrivant des corridors de croissance, des cycles de relocalisation d'actifs et des partenaires de consolidation externes. En réalité, il s'agissait de contractuels logistiques, de coursiers étrangers et de courtiers illicites précédemment visés par des enquêtes pour infractions liées aux stupéfiants et à l'immigration. Le système de fraude ne se contentait pas de financer l'opération, il synchronisait chaque pièce en mouvement. Des enquêtes parallèles ont retracé les dépenses de paie de l'équipe de conseil en sécurité, qui correspondaient exactement aux 92 contractuels armés capturés à bord du navire. Les factures d'expédition s'alignaient parfaitement avec les itinéraires de navires cryptés récupérés sur le téléphone de Hassan. Les polices d'assurance cargo reflétaient les entrées de relocalisation d'enfants disparus tirées des bases de données des services sociaux. Chaque découverte se connectait, formant un écosystème méticuleusement conçu. Lors d'une réunion fédérale à huis clos, il a été conclu que l'opération de Hassan fonctionnait comme un moteur de revenus et un pipeline de blanchiment d'argent, convertissant les fonds publics en liquidités offshore, puis recyclant ce capital pour soutenir le réseau clandestin de recrutement et de transport. L'infrastructure était résiliente, adaptative et construite pour survivre au changement de leadership. Pour la première fois, l'ampleur totale de l'opération est apparue au grand jour. Les autorités ont gelé 640 millions de dollars américains sur des comptes en 48 heures. Des partenaires étrangers ont coopéré en urgence. Les auditeurs ont rouvert des centaines de dossiers d'aide sociale précédemment classés comme des réaffectations administratives. Dans les bureaux d'enquête, une prise de conscience partagée a fait écho. Le sauvetage en mer a sauvé des vies, mais le démantèlement de la machine de financement serait une guerre menée à travers les dossiers, les chiffres et une patience implacable. Chaque ligne de registre découverte menait directement à Hassan Nour Warame. Lorsque les saisies d'actifs et les gels financiers ont pris pleinement effet, l'enquête est entrée dans une nouvelle phase, étroitement surveillée. Ce qui avait commencé avec des données accessibles au public a été compartimenté en unités distinctes pour les crimes financiers, une force d'intervention dédiée à la lutte contre le trafic humain et un groupe à haute restriction opérant sous des protocoles de sécurité nationale. Toutes les preuves ne figureront jamais dans les registres publics. Les archives numériques récupérées des systèmes cryptés de Hassan ont été placées sous des ordonnances de protection de classification, leur contenu étant scellé des dépôts judiciaires ouverts. Plusieurs points de presse sont passés des canaux interagents standards à des salles sécurisées à accès restreint. Le ton au centre de coordination a changé, devenant sensiblement plus calme, plus prudent, beaucoup plus délibéré. Les enquêteurs ont découvert des liens transfrontaliers avec des correspondants intégrés dans les entrées de registre, faisant référence à des partenaires logistiques en Afrique de l'Est, en Asie du Sud-Est et dans la région du Golfe. Les itinéraires de voyage déguisés en échanges commerciaux humanitaires s'alignaient précisément avec les rapports de renseignement sur les réseaux de recrutement clandestins. Les coursiers étrangers figurant sur la liste de paie de Hassan étaient liés à des crimes établis de contrebande frontalière et à des opérations de migration forcée. L'impact s'étendait bien au-delà de la simple fraude financière, transcendant toute entreprise individuelle. L'évaluation classifiée a présenté 3 conclusions clés. Un réseau financier fournissant des liquidités opérationnelles à l'étranger, des calendriers de transport correspondant aux schémas historiques de disparition de migrants et des chaînes de communication atteignant des individus déjà sous surveillance internationale. Aucun détail spécifique n'a été rendu public. Les déclarations officielles restent limitées,
se concentrant uniquement sur la fraude financière confirmée, le blanchiment d'argent via des sociétés écrans et le sauvetage de 236 enfants. Lorsque les journalistes ont insisté pour obtenir des détails sur les annexes scellées et les connexions à l'étranger, le porte-parole fédéral a répété à plusieurs reprises. Il s'agit d'une enquête de sécurité nationale en cours. Les procédures judiciaires sont devenues complexes. Les accusations initiales de fraude ont été consolidées en une affaire beaucoup plus vaste, désignée sous une classification de sécurité spéciale, restreignant sévèrement l'accès public aux transcriptions et aux preuves. Les procureurs ont confirmé que des accusations supplémentaires étaient à l'étude, mais ont refusé d'en divulguer la nature. Le silence lui-même est devenu une partie de l'histoire. La plus grande leçon de cette affaire est la nécessité d'une vigilance constante face aux façades apparemment parfaites. Un homme d'affaires prospère ou un dossier administratif méticuleusement organisé peuvent encore dissimuler les crimes les plus brutaux. Nous devons comprendre que l'indifférence aux petites négligences administratives peut conduire à des tragédies humanitaires massives. Ne vous contentez pas de regarder la surface. Priorisez toujours la surveillance communautaire et la responsabilisation. Protéger les enfants, c'est préserver l'avenir de la société des failles sophistiquées que le crime exploite sous le couvert de la connaissance et de la légitimité. Le dossier de Hassan Nour Warame a peut-être été clos, mais les secrets enfermés dans ces documents scellés sont toujours là. Cette affaire est un avertissement glaçant. Le mal ne se cache pas toujours dans l'ombre. Parfois, il se dissimule derrière des chiffres et des documents parfaitement légaux, juste sous nos yeux. Combien de réseaux similaires opèrent-ils encore? Et que pensez-vous de l'hypothèse que des forces encore plus importantes restent indétectées? Laissez vos réflexions ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer à exposer ensemble les prochains coins cachés, car le silence est une complicité.